Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui dans Bien dans son job, on s'intéresse à la vulnérabilité des salariés et un baromètre sera dévoilé dans quelques instants sur justement la situation des salariés, dévoilé par Joël Rioux, il est le fondateur de ResponsAge, il est notre invité. Les entreprises s'engagent avec les copains de Bastien, oui, une entreprise qui s'engage, on va en parler avec Stéphane Pétillon, fondateur des copains de Bastien. Il nous racontera son histoire et son aventure professionnelle et il embauche et il recrute. Il sera avec nous dans quelques instants. Le cercle RH, notre débat, chef d'entreprise et dirigeant face à la perte d'emploi. Bah oui, les salariés bénéficient évidemment de l'allocation chômage. Ce n'est pas le cas des dirigeants d'entreprise. Comment faire? Existe-t-il des aides, des soutiens, des assurances? Comment faire pour rebondir après un échec? On fera le point avec nos invités qui sont des experts de ce sujet. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, formation, un atout inclusion, Damien Delamarre, directeur chargé de formation chez AFET Association, fera le point avec nous sur ce sujet. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est un sujet évidemment important d'être bien dans son job, mais il y a des salariés qui, depuis la crise Covid d'ailleurs, se sentent moins bien, en situation d'isolement. On en parle avec Joël Rioux. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de ResponsAge ou ResponsAge. ResponsAge. ResponsAge, on le francise parce que c'est une entreprise française que vous avez créée en 2013, c'est bien cela. On va parler de ce baromètre annuel 2022, je crois que ça fait 8 ans que vous le dévoilez, justement sur la vulnérabilité des salariés. Mais d'abord, quelques mots sur votre méthodologie chez ResponsAge. Si j'ai bien compris, vous avez un tissu d'assistantes sociales qui sont là en soutien des collaborateurs. C'est comme ça que cela fonctionne. C'est exactement ça. En fait, c'est un ensemble de collaborateurs qui sont nos salariés, c'est-à-dire qui sont en CDI. C'est pas des freelances. Voilà, pas de freelance. Et la particularité, c'est qu'on peut les joindre à distance sur un panel d'heures d'ouverture qui va de 9h à 19h. Et on peut les contacter par téléphone, par visio, par ce qu'on appelle un espace bénéficiaire, par Internet, et exposer sa problématique et avoir une réponse sous 72 heures par écrit. Alors, ce qui est assez original, en fait, comme méthode, et apporter, on pense, une réponse de qualité tout à fait correcte aux problématiques qui nous sont posées. Avant de nous tourner vers votre baromètre qui dévoile une photographie finalement un peu sombre de la situation de certains salariés, mais vous êtes là évidemment pour les accompagner. Juste un mot un peu idéologique, il y a un peu une forme de délégation de service public avec vos assistantes sociales, parce que l'assistante sociale, immédiatement on pense à service public, oui. Et là en fait c'est un service privé puisque votre client c'est l'entreprise qui vous délègue la possibilité d'accompagner les salariés. On peut absolument voir la problématique de cette manière, c'est vrai. D'un autre côté, on vient répondre à une problématique qui n'est pas servie ou adressée en France aujourd'hui. C'est vrai. Parce que les vocations, notamment dans ces métiers de l'accompagnement social, sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent y travailler. Et il y a une demande de plus en plus forte. Donc, si vous voulez, on vient répondre à quelque chose d'assez nouveau dans l'entreprise spécifiquement, où la crise a beaucoup sensibilisé les RH, mais aussi les DG, sur ces problématiques de vulnérabilité. Et je le disais, la crise Covid a amplifié évidemment ces difficultés. On va en parler tout de suite. Les principaux motifs, et là c'est tiré de votre baromètre annuel 2022, les principaux motifs d'un accompagnement social, on va le voir, c'est le logement, le budget et la santé. D'abord, on le voit qui s'affiche. Pourquoi le logement d'abord? Quelle est la problématique de cette difficulté liée au logement? Il y a aussi des femmes, il y a des divorces, il y a des couples qui se séparent. Exactement. Et on se retrouve en situation de galère. Vous avez donné les réponses en fait. Bon, je pose la question suivante. non mais la question du logement reste un élément central dans l'accompagnement. Bien sûr, ça reste un élément central parce que il y a deux raisons. La première, comme vous l'avez très bien expliqué, ça touche un certain type de population, majoritairement des femmes seules et seules avec enfants. Et ça, majoritairement des femmes non cadres, mais on a jusqu'à 30%, en tout cas des personnes qui nous adressent leurs problématiques, qui sont des femmes cadres. On touche généralement des sociétés de grande taille, donc si vous voulez, c'est un problème qui est assez bien réparti dans la population, quelle que soit l'origine sociale des gens. Deuxième chose, on travaille beaucoup dans les grandes villes, donc évidemment, on est dans des endroits où le logement est en tension. Et
En région Île-de-France, je ne parle même pas d'une ville, je parle d'une région, il faut attendre en moyenne 7 ans pour avoir un logement social. Donc vous comprenez qu'il y a une nécessité d'avoir un accompagnement pour 2 raisons. Un, c'est que les personnes ne demandent pas n'importe quoi, c'est-à-dire si je suis une personne seule, jamais je n'aurai un 2 pièces, donc il faut poser les bonnes questions. 2, il faut remplir les dossiers, on est en France, et les remplir correctement. Et ça, c'est notre travail aussi. Mais il faut des professionnels, évidemment, parce qu'il suffit de manquer une case. Absolument. Et pour repartir en bas de la pile, et donc de nouveau attendre. 57% des salariés ayant une problématique financière, qui est le 2e item, c'est là où vous avez beaucoup de demandes, ce sont des femmes. Tout à fait. C'est toujours la même chose. On en revient toujours un peu à cette problématique. Rupture familiale, parfois violence, avec une femme qui part de la maison et qui doit se loger, qui doit subvenir à ses besoins, nourrir évidemment ses enfants. Absolument. C'est une question, une fois de plus, liée à la structure familiale. Souvent des femmes seules, avec enfants. Une fois de plus, alors là, c'est une problématique qu'on voit à peu près partout en France. C'est-à-dire que quand il y a des situations d'urgence, ça n'est pas toujours le cas, mais quand il y a des situations d'urgence, oui, il y a une problématique où l'on doit intervenir pour très vite trouver des solutions financières. Et c'est vrai que presque 60% des demandes qui nous sont adressées le sont par des femmes, souvent avec enfants, souvent dans le cadre de ruptures, alors qui ne sont pas toujours, loin de là, des ruptures liées à des violences conjugales, mais des ruptures, c'est-à-dire le foyer explose et il faut, en urgence, répondre à toutes les questions que vous avez évoquées. Et je le précise encore, quel que soit le niveau social de la personne, parce que même si on est cadre, eh bien, on va être confronté à la même problématique. Les journées font 24 heures, on a les enfants, on a le travail. Il y a le mode de garde, il y a le paiement du mode de garde. C'est exactement ça. Et il y a évidemment le déclassement. Les revenus qui ont baissé, voire fondu de moitié, pour ne pas dire 3/4. Tout à fait. Un mot quand même sur le rapport de la santé au travail. Ça, c'est une problématique Covid. Et là, on le voit dans le baromètre, il y a anxiété, stress, notamment. Tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est un item qui est apparu, en fait, cette année. Nous, on ne le voyait pas, si vous voulez, de manière très, très claire. Ah, il est net, là. Voilà, là c'est net, c'est 14% des demandes qui nous sont adressées sur les questions liées à ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement social intégral ou global. Et c'est vrai qu'on a une très forte demande d'accompagnement de gens qui sont presque en situation de stress pathologique et qui créent en fait derrière d'autres problématiques, c'est-à-dire des problèmes de maladie, c'est-à-dire des problèmes d'incapacité à assumer son travail, etc. Mais Joël, ça veut dire que vos assistantes sociales, là, elles font quoi dans ces cas-là? Parce qu'elles ne sont pas psychothérapeutes, elles ne sont pas médecins, elles les orientent, elles les guident, elles leur donnent des adresses? Absolument. Il peut y avoir aussi, si le salarié le souhaite, parce que tout ça est fait de manière confidentielle et anonyme, on peut s'adresser aussi à l'entreprise pour dire, vous avez par exemple dans tel service... Ça remonte à l'entreprise là. Si jamais les salariés sont d'accord pour dire, il y a une problématique par exemple de management, ou alors il y a une problématique de handicap lié à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé des salariés qui ne sont pas faites et qui devraient être faites, etc. Donc là c'est pareil, c'est une question d'accompagnement sur plusieurs sujets, c'est-à-dire quels sont vos droits, c'est-à-dire dans les dispositifs liés à ce que la puissance publique a mis en place. Qu'est-ce que l'entreprise a mis en place pour vous? Qu'est-ce qu'il existe aussi dans votre mutuelle? On ne le sait pas forcément, effectivement. C'est très clair. On ne connaît pas ses droits, ou en tout cas de ce qu'on peut bénéficier. Et vous avez raison, par la mutuelle, par exemple, on oublie qu'elle a aussi un service dédié. Avant de nous quitter, il y a un autre élément qui est très important. Je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est le rapport aux aidants. Parce qu'il y en a 74% de ceux qui ont été interrogés qui se disent préoccupés par un parent âgé. Ça, c'est assez classique, mais c'est un sujet essentiel. Et puis, il y a 57% de ces salariés qui ont été interrogés, salariés aidants, qui soutiennent leur enfant handicapé. Ça, c'est 2 pôles. Là, c'est très complexe parce que c'est l'accès aux écoles, c'est l'accès à des services publics pour que ces enfants soient accueillis. Et on voit la difficulté de ce problème. Tout à fait. Alors évidemment, concernant les personnes âgées, les salariés qui accompagnent des personnes âgées, vous comprenez qu'avec la crise terrible dont on a pris connaissance sur les EHPAD, là, il faut accompagner les gens, par exemple, pour changer d'établissement, pour les accompagner d'un point de vue judiciaire. Donc il y a plein de manières d'accompagner les maintenir à domicile aussi, il y a cette demande. Alors oui, les maintenir à domicile. De plus en plus. Oui. Concernant le handicap et les enfants, là c'est pareil. Il y a des demandes extrêmement variées, des problématiques très lourdes, qui souvent, une fois de plus, dans cette situation, concerne des femmes seules avec enfants. On en revient quand même beaucoup aux femmes qui portent beaucoup de choses. Eh bien, 7 personnes sur 10 qui nous contactent sont des femmes, alors que dans nos fichiers, si vous voulez, les ayants droit, c'est 52% qui sont des femmes. Donc vous voyez le rapport, 52%, 70%. Voilà, donc on fait un accompagnement qui
aide les gens à prendre en charge leur vulnérabilité. Joël, un mot sur ces aidants qui aident notamment leurs enfants handicapés. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place parfois on mutualise des heures, chacun apporte une journée de RTT. Est-ce que sur ces sujets-là, les aides sociales retournent à l'entreprise en disant vous avez plusieurs collaborateurs en difficulté? Est-ce qu'elles s'organisent justement? Alors, ou pas? C'est une très bonne remarque. En fait, la deuxième partie de notre métier, c'est la remontée de data anonymisée pour les entreprises et qui ont aujourd'hui la possibilité de piloter ainsi leur politique sociale. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir accès à des données qui permettent de voir quelle est la réalité, même si elles sont anonymisées, mais quelle est la réalité de ce que vivent leurs salariés. Et de pouvoir mettre ensuite des outils appropriés pour des femmes notamment qui seraient en situation d'aide et en situation de souffrance. Parce que j'imagine que lorsqu'elles sont en difficulté en tant qu'aidant, la qualité du travail s'en ressent. Enfin j'imagine, l'absentéisme, l'engagement. Tout simplement. L'absentéisme aussi, vous le ressentez ça sur des arrêts maladie, sur des choses comme ça? Alors les arrêts maladie explosent actuellement, mais on ne sait plus très bien pour quelles raisons, si ce n'est qu'avec la crise du Covid, je pense que beaucoup de gens sont complètement épuisés. Mais il est vrai que nous, c'est plus dans cette notion un peu difficile à apprécier que ce qu'on appelle le présentéisme, que oui, il y a beaucoup de difficultés. Bon, là, c'est l'engagement. Exactement. Je suis au boulot, mais globalement, je fournis plus grand-chose et j'y arrive plus, quoi. Parce que j'ai d'autres choses en tête. Voilà, j'ai ma charge mentale, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, donc ça, ce sont vraiment des éléments très importants à prendre en compte. Responsage, c'est un service, j'allais dire public, non, c'est un service qui est dédié aux entreprises et financé par les entreprises pour que les équipes de Joël Rioux soient au service le plus rapidement possible, puisqu'on l'a compris, à la fois en visuel, mais au présentiel aussi, il y a des rendez-vous ou pas? Alors c'est à la marge, c'est vraiment à la marge, c'est vraiment le distanciel. Ouais. Et par écrit, parce que vous y tenez beaucoup. Merci Joël d'être venu Merci à vous. Nous rendre visite, président fondateur de Responsage. Merci. Et puis ce baromètre, allez donc sur le site de Responsage pour découvrir les détails de ce baromètre. Tout de suite, les entreprises s'engagent chez notre nouvelle rubrique, autre rubrique, à la rencontre d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes et pour l'inclusion aussi. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. C'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre de chefs d'entreprise, femmes et hommes, qui s'engagent pour l'emploi. Alors, on accueille aujourd'hui Stéphane Pétillon. Bonjour Stéphane, fondateur Les Copains de Bastien. Avant de parler des embauches, de votre philosophie, du chocolat qui est devant moi, peut-être que je vais commencer à croquer d'ailleurs pendant l'émission, j'en suis quasiment sûr. Votre histoire est assez incroyable. Vous avez été un patron à la tête d'une entreprise dans la tech. Exactement. Et puis un jour, blâme, une phrase de votre fils, ça bouge dans votre tête et vous basculez. Exactement. Donc moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire de l'informatique, donc dans la société de conseil. 60 salariés, j'ai vu. 60 salariés, voilà. Donc on était 3 associés, on avait monté une jolie boîte. Et puis voilà. Puis un vendredi soir, mon petit garçon me demande en sortant du Carrefour, du supermarché à côté de chez moi, pourquoi je donne pas un travail à ses copains des rues. Et qui sont souvent effectivement devant les supérettes pour demander un peu d'argent ou un peu à manger. Et donc forcément à ce moment-là, j'ai pas vraiment de réponse toute faite. J'ai pas un parcours avec des expériences dans ce domaine-là. J'ai pas eu une éducation non plus qui m'a amené à me poser ce genre de questions. Et donc la question reste dans ma tête. Et puis le premier confinement arrive. Je passe pas mal de temps dans ma cuisine et puis je me dis si moi j'arrive à faire des choses avec mes mains alors j'ai jamais appris à cuisiner ou à faire de la pâtisserie, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc c'est comme ça que le projet est né, en posant une feuille blanche et en disant on va faire quelque chose autour de la gourmandise et de la solidarité. Comment on s'y prend? Et donc je montre, parce que c'est quand même une palette petit et grand, parce que et vous créez votre chocolaterie. Alors, on ne le voit peut-être pas à l'image parce que le logo est petit, peut-être qu'il faut le faire grossir encore, mais c'est bleu, blanc, rouge, made in France, fait dans le centre de Paris. Exactement. Et donc, c'est du chocolat, et on va le goûter, je vous assure que je vais le goûter pendant l'émission, mais la philosophie de votre entreprise, c'est à la fois la gourmandise, mais c'est aussi l'insertion, c'est pour répondre à votre fils. Voilà, c'est que nos statuts d'entreprise ne sont pas ceux d'une chocolaterie, nos statuts sont ceux proche d'une entreprise d'insertion, puisque notre raison d'être, c'est l'insertion et l'accompagnement des personnes et de l'emploi par le travail, et notamment par le travail autour de la gourmandise. Donc je conduis ce projet avec mon associé, donc le chef Arnaud Normand, qui lui m'a amené et m'amène encore son savoir-faire et son expertise autour du chocolat, puisque le parti pris que nous avons pris, c'est également de fabriquer notre chocolat. Donc on part directement des fèves de cacao. Donc l'idée pour moi, c'était de créer un produit premium, donc de haute qualité, pour que les personnes qu'on recrute en insertion
soient fiers finalement du travail qu'on leur donne et de la formation qu'on leur promet, puisque on associe souvent l'insertion à des tâches un peu basiques, un peu faciles, répétitives. Non, là c'est du luxe en fait. Vous dites c'est du luxe. On est premium, on n'est pas luxe. Parce qu'on a retiré l'ostentatoire. D'accord. Ça, c'est notre l'ostentatoire, c'est espèce de boîte, voilà. dingue. C'est-à-dire qu'on n'a pas des packaging de fou, on met le minimum de ce qu'il faut en packaging. Mais c'est à l'intérieur que ça se joue. Voilà, on achète du chocolat pour manger du chocolat, on n'achète pas du chocolat pour avoir une boîte. Enfin, en tout cas, c'est notre philosophie. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est fait à l'intérieur par ceux dont on va parler dans quelques instants, c'est de la super qualité. C'est-à-dire en fait, fèves... Tous nos cacaos sont primés, on les achète sur des circuits responsables. Donc en fait, on a la garantie du prix qui est reversée aux fermiers, puisque le cacao vient à peu près tout autour de la planète au niveau de l'équateur, 10-20 degrés nord-sud. Et donc, c'est des pays qui sont plutôt en voie de développement, dans lesquels les droits des travailleurs et de l'économie sont assez discutables. Donc, on est sur des filières très spécifiques, très détaillées, où on a à la fois la qualité du produit, de l'engagement pour permettre à ces personnes-là d'envoyer leurs enfants à l'école et pas de les occuper à ramasser les fèves de cacao. Et voilà, et on porte cette mission aussi jusqu'à Paris. Donc, on a voulu vraiment se mettre dans le centre de Paris. On a voulu avoir de la visibilité. Donc, on a développé notre atelier en même temps que la boutique. Donc, on vous voit travailler en transparence. Exactement. Donc, c'est génial. Toute la fabrication est faite derrière des grandes verrières. Les machines sont au milieu de la boutique. Et l'idée, c'était à la fois d'avoir un côté un petit peu éducatif autour de la fabrication du chocolat, parce qu'on n'a pas forcément cette culture en France. On adore le chocolat, mais on ne sait pas toujours comment il est fabriqué. C'est vrai. Et pour moi, l'important, c'était aussi de mettre en visibilité finalement notre projet, notre identité, et surtout de permettre aux personnes qu'on accompagne d'être dans la vraie vie et pas d'être cachés au fond d'un labo, et donc d'être au contact de clients. Que l'on cache, oui, que l'on cacherait. Là, on les voit, ils ont une existence sociale. Complètement, et là, pour moi, l'insertion passe par le contact et le dialogue autour de... Stéphane, il y a des noms, il y a des prénoms, Lucas, Arnaud, Dany, Rosa, Justine. Donc ça a répondu à la demande de votre fils, parce que ça s'est passé là, devant le supermarché. Exactement. Là, vous lui dites, tiens, viens voir, je vais te montrer ce que j'ai fait pour toi, parce que quelque part, ça a été l'étincelle, cette phrase de votre fils. Oui, exactement, c'était l'étincelle. Alors l'idée pure, c'est effectivement de prendre quelqu'un qui est à la rue et de lui donner un travail. Quand on a construit le projet, on s'est quand même rendu compte que c'est pas si simple. On peut. La route est parfois longue pour rejoindre le travail. La route est longue et surtout que la durée de la route n'est jamais la même, et complexe et coûteuse. Donc on a fait le choix de travailler avec des associations, notamment le réseau Entourage, avec le projet Linked Out. Exactement, qui sont venus chez nous. Voilà, qui eux, gèrent ce que j'appelle l'amont, c'est-à-dire que la situation d'urgence, les différentes connexions avec les organismes publics ou privés pour amener de l'aide. Et nous, on est là comme en support de leur travail. Et donc ils viennent pour proposer des CDI, et c'est ce qu'on s'est engagé avec eux à faire, c'est de ne pas recruter justement sur des contrats précaires. Donc c'est à ce sens-là qu'on n'est pas complètement une entreprise d'insertion, puisqu'on a fait le choix de recruter en CDI. C'est ça. Donc de se passer des aides potentielles de certains dispositifs, mais pour vraiment ancrer notre mission dans la durée, et pouvoir, dans un temps court, remettre les gens sur le marché. Et puis Justine, pour être précis, parce qu'on va parler des embauches, j'imagine que vous êtes parce qu'en fait vous êtes en train de créer une petite chocolaterie, puis dans 3 ans vous reviendrez dans l'émission, vous allez nous dire, mais voilà, ça cartonne, on a créé notre petite usine de chocolat et d'insertion. Justine, elle est en alternance, et c'est grâce au dispositif Un jeune, une solution, si j'ai bien compris. Complètement, en fait, elle est venue frapper à la porte la veille de l'ouverture de la boutique par le réseau d'Arnaud en disant, voilà, je suis en CAP chocolaterie en alternance, si j'ai pas mon entreprise qui m'accompagne dans les 15 jours, je perds mon année puisqu'on a passé le délai. Nous, on était en plein lancement, on bossait 23 heures sur 24. Et je dis, mais à un moment donné, un salarié de plus comme ça, dans le business plan, oui. Voilà. Et vous êtes chef d'entreprise quand même. Il y a un moment donné, on est sur un modèle entreprise, on n'est pas une association, donc ça veut dire qu'on a un équilibre économique à tenir. Évidemment. Quand on démarre un projet en plein Covid, je vous explique pas les banques, à peu près l'état d'esprit dans lequel elles sont pour vous soutenir. Donc, en version ESN en plus. Voilà. Là, la banque hésite un peu quand même, non ? C'est ça, voilà. Comme on m'a dit, vous allez faire du solidaire, de la gourmandise, de la food avec des sans-abri. Il y a un moment donné, est-ce que vous n'avez pas une erreur dans l'équation, quoi ? Visiblement pas. A priori, non. Parce que là, vos 4 amis, en l'occurrence, pour faire une référence à une vieille émission de télé, Arnaud, Dany, Rosa, Justine, comment ça se passe ? Comment vous les voyez grandir aussi ? Parce que vous les voyez grandir dans cette entreprise. Alors, on les voit grandir et c'est assez magique parce que j'ai passé 20 ans de ma vie avec des gens qui avaient des bac plus 5, bac plus 6, des ingénieurs. Des ingénieurs, et qui arrivaient le matin avec
voilà, la mine déconfite parce qu'il fallait aller faire 3 stations de métro de plus pour aller chez le client que ce qu'ils avaient prévu. Et là, j'arrive avec des gens qui sont enjoués, qui sont heureux. Quand on leur dit, bah tiens, il y a un truc, il faut rester une demi-heure de plus. Ah, mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. On voit l'entraide en fait dans les équipes, on voit les différences voilà, de culture, de parcours. Justine, qui est une jeune, qui en veut, qui se bat pour apprendre vraiment le métier par excellence. Rosa, qui a un peu plus de 40 ans, qui a eu son parcours de vie, qui a ce côté un peu maternel aussi. Enfin voilà, c'est un mélange des cultures, des parcours. C'est juste extraordinaire à voir. Vous, ça vous grandit aussi? Parce que souvent, quand on a des invités, et j'imagine que la relation est la même, c'est vous dites, moi aussi, j'apprends beaucoup à leur contact, par écho d'ailleurs, à ce que vous viviez auparavant avec vos ingénieurs et développeurs. Là, comment vous grandissez, vous aussi, là? La valeur est totalement différente. Elle est complètement dans l'immatériel, dans le ressenti, dans le regard. Et moi, de dire que voilà, aujourd'hui, mener un projet comme ça, c'est pas simple. Faut pas se voiler la face. Mais dans les moments de doute, dans les moments de faiblesse, il suffit de voir effectivement ce que ça produit. Et là, on n'est pas sur un PNL, on n'est pas sur un bilan, on n'est pas sur de la trésor. Et de se dire que voilà, ces gens-là qui avaient des situations précaires, pas forcément évidentes, qui n'étaient pas forcément fiers de ce qu'ils pouvaient faire, c'était des jobs alimentaires. Aujourd'hui sont heureux de travailler. Et je me dis, voilà, j'ai redonné en fait ce qui était certainement dans mon éducation, parce que j'ai eu des parents commerçants, le plaisir du travail bien fait, l'envie du détail, du soin. Ceux qui fabriquent sont ceux qui vendent et ceux qui vendent sont ceux qui fabriquent. Donc ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Ça, c'est important. Même si des fois c'est pas évident en termes d'expression orale de se retrouver devant un client, de vendre des produits quand même plutôt haut de gamme en termes de prix. Mais en même temps, dès qu'on rentre dans la technique de comment c'est fait, etc., ils sont incollables puisque c'est eux qui les ont fait. Donc, la suite de votre aventure, vous-même, là, après cette année d'expérience, globalement, vous êtes sur une année d'expérience. Il y a de l'embauche, il y a de la stabilisation, les clients sont au rendez-vous parce que il y a un enjeu commercial, vous êtes une entreprise. Voilà. Alors on a eu la chance de créer ce projet en plein Covid, c'est-à-dire qu'on a pu analyser toutes les situations et réfléchir à tous les business models possibles. Donc on a effectivement notre boutique qui est en plein cœur de Paris, à côté de la gare du Nord, dans laquelle on fabrique et on vend, mais on a aussi des activités autour de la distribution et autour des entreprises, donc avec la possibilité de personnaliser nos produits, etc. Donc ça, c'est des enjeux qui marchent très très fort, que j'ai même été surpris à tel point les entreprises aujourd'hui, quand on leur apporte un produit assez facile à personnaliser et auquel ils peuvent adhérer en termes de valeur et de partenariat. Mes clients entreprises ne sont pas des clients, sont des partenaires. Il y a un message derrière aussi. Voilà, il y a un message et donc ça a explosé au mois de décembre à tel point qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Et donc là, l'enjeu pour les mois à venir, c'est effectivement l'accélération. Parce que l'insertion, ce n'est pas un sujet qui se traite en 15 jours. Donc pour que notre mission ait du sens et pour qu'on arrive réellement à remplir nos objectifs, en fait, on doit accélérer. C'est-à-dire que moi, je veux mettre 4, 5, 6 personnes de plus, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais au moins d'ici 12 mois. Pour avoir une taille critique. Voilà, donc notre enjeu, ça va être la distribution, c'est des nouveaux points de vente, c'est tous ces enjeux-là. Merci Stéphane Pétillon, créateur de chocolat solidaire à Paris. C'est dans le 10e, on l'aura compris, puisque de nom directement l'endroit, près de la gare du Nord, facile à trouver. Vous me conseillez quoi? Les îles Salomon, le Nicaragua, le Salvador, la Colombie? Qu'est-ce que vous aimez, vous? Moi, j'aime beaucoup le Nicaragua. Et ce que je vous conseille, c'est d'en prendre 2 pour les comparer, puisqu'en fait, la vraie expérience qu'on propose, c'est justement de se rendre compte qu'il n'y a pas un chocolat noir, et c'est des découvertes. Je le tiens entre mes mains, c'est l'occasion de voir ce chocolat de luxe, mais en tout cas premium, puisque c'est le mot que vous utilisez, fait par ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui sont engagés dans cette entreprise d'insertion qui est une vraie entreprise. Et c'est le pari qu'a fait Stéphane Pétillon. J'étais ravi de vous accueillir. Merci à vous. Bon vent. Je vous dirai, tiens, je vous enverrai un LinkedIn avec pour vous plaisir. dire que j'ai adoré. Je vais tenter le Nicaragua, puis je comparerai avec les îles Salomon. Eh bien, parfait. Ça vous va? Très bon exemple. Merci Stéphane, fondateur des Copains de Bastien. On fait une courte pause. Tiens, je vais en profiter pour croquer dans une des tablettes. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. On parle d'un sujet qui est éminemment sensible quand on est chef d'entreprise. C'est le moment où on met la clé sous la porte, on dépose le bilan. Et là, il n'y a pas de chômage, vous le savez. On va faire le point avec mes invités qui sont des experts. Confrontés, certains l'ont été, au fait qu'on n'a pas de chômage et que quand on est chef d'entreprise, évidemment, c'est une angoisse. Et je vois Stéphane Pétillon qui dit oui de la tête parce que oui, c'est l'angoisse évidemment des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. On fait le point avec eux. Quels sont les remparts, quels sont les rebonds possibles lorsqu'on a échoué? On en parle, c'est dans notre débat juste après cette pause.
Le cercle RH, notre débat quotidien pour évoquer un sujet dont on parle peu, trop peu. On parle beaucoup des demandeurs d'emploi, on commente les chiffres réguliers de ce chômage qui baisse de mois en mois. On parle peu de ces chefs d'entreprise qui ont mis la clé sous la porte, ont déposé le bilan pour certains, faute d'activité, et puis se retrouvent évidemment parfois en situation économique, financière et parfois familiale désastreuse. Alors on a évoqué le projet de loi sur les indépendants. C'est un projet de loi qui, dit-on, améliore la situation de certains entrepreneurs qui se retrouvent en situation délicate. Mais on va faire le point quand même avec mes invités, même si on va le constater ensemble, les chiffres sont beaucoup moins graves qu'on ne l'avait imaginé en septembre dernier, puisqu'on avait annoncé des vagues de dépôt de bilan qui n'ont pas eu lieu. C'est probablement le fruit de la politique du quoi qu'il en coûte, mais il y a beaucoup de mais et de questions. Élodie Varnery, merci d'être avec nous, directrice générale de l'association GSC, avec des chiffres et un observatoire très très intéressant, des chiffres qui sont en baisse, mais on va les commenter évidemment. Moins de chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan, mais c'est probablement lié à la politique du quoi qu'il en coûte, et on parlera de votre politique d'assurance, assurer ces chefs d'entreprise, c'est-à-dire faire du préventif lorsqu'ils sont en activité. On ne pense jamais, c'est un petit peu quand on se marie, on ne pense jamais au divorce, mais il faut toujours imaginer évidemment la situation la plus difficile. Olivier de la Chavannerie, merci d'être avec nous, président du réseau Entreprendre. Alors, vous accompagnez à travers des implantations, des chefs d'entreprise qui démarrent, vous les coachez, vous les mentorez, je ne sais pas quel mot, parce que chacun a son mot. C'est quoi votre mot à vous ? On les accompagne. C'est l'accompagnement, on n'est pas dans le mentorat. Bon, c'est un peu la même chose, mais l'accompagnement, c'est je chemine à côté de toi pendant le début de ton projet. 126 implantations partout en France, c'est bien cela ? Dans le monde ? Dans le monde ? Nous sommes présents dans 10 pays. Nous avons 130 implantations dans 10 pays. Ça veut dire que tous les expatriés français ou ceux qui ont une entreprise à New York peuvent bénéficier de votre réseau ? Dans les 10 pays, on n'est pas à New York. Vous n'êtes pas à New York ? Non. Vous êtes où ? Eh bien, nous sommes présents en Europe, bien sûr, en Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Portugal. Nous sommes présents en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Chili. Et bien sûr en France. Amérique du Sud et Afrique. Amine Amirameza, bonjour, merci d'être avec nous, président de 60 000 rebonds. Alors c'est Île-de-France, Normandie, Centre. Tous les deux d'ailleurs avec Olivier, vous êtes chef d'entreprise, Olivier par ailleurs, dans vos activités. Alors vous avez démarré votre aventure avec 60 000 rebonds Île-de-France, Normandie, Centre, parce qu'au départ vous avez été un parrain. On dit parrain ? Parrain. C'est compliqué vos assos, parce que certains disent mentor, d'autres accompagnent. Vous c'est parrain. Parrain de chefs d'entreprise qui, eux, en l'occurrence, c'est le service après-vente, se retrouvent, je vais dire un peu abruptement, mais sur la brèche. C'est ça. 60 000 rebonds est une association qui aujourd'hui fête ses 10 ans. On est présent dans 39 villes, 10 régions. On a ouvert récemment Martinique, Guyane et Guadeloupe. Moi, perso, je m'occupe de la région Île-de-France, Normandie Centre, donc ça... L'année dernière... Oui. C'est un peu de route là quand même. Ouais, 1200 bénévoles au niveau national, et on aura accompagné plus de 600 chefs d'entreprise dans le rebond. Donc on accompagne les personnes qui ont été mises en liquidation judiciaire et on les aide à rebondir et on les accompagne pendant une période de 24 mois. Juste un mot, parce que je vais donner la parole à Élodie Varnery sur les chiffres, parce qu'il faut quand même avoir quelques bases de départ pour débattre ou en tout cas évoquer ce sujet. Ceux que vous rencontrez, vous parlez du rebond et on utilise aussi nous dans l'émission, dans un de nos titres, le mot rebond. Mais vous les prenez, ils sont quoi ? Ils sont cassés, ils sont démobilisés. C'est aussi pour un chef d'entreprise un échec de déposer le bilan. C'est très violent quand même. Absolument. Avant tout, le dépôt de bilan, c'est un acte de gestion. Oui. C'est obligatoire. C'est très juridique. C'est très juridique. Mais avant tout, nous, on s'occupe des hommes, des femmes. Et souvent, la liquidation judiciaire, c'est comme si vous preniez un mur en pleine tête. Donc ça fait très très mal. Donc ils sont désarçonnés, ils sont complètement désorientés aussi. Et par rapport à ça, on va les aider dans un premier temps avec des séances de coaching sur 6 mois pour les aider à se remettre, à se redresser. Et une fois qu'on les a permis de se redresser psychologiquement, parce qu'il y a toute la phase de l'acceptation, c'est un peu la courbe du deuil. Accepter l'échec, c'est un deuil. Alors c'est un deuil, Ah oui. Et après, concomitamment, on va commencer le travail avec le parrain pour pouvoir l'accompagner dans son projet professionnel de rebond. Amine, vous avez combien de personnes là que vous accompagnez en ce moment ? Au niveau national ou sur la région ? Sur la région, actuellement, on accompagne une 60aine de chefs d'entreprise. Élodie, le chiffre, alors comme ça, pris
brut, 33 189 femmes et hommes chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. Alors, ont perdu leur emploi, ont donc mis la clé sous la porte, déposé le bilan, ont fermé leur entreprise, se sont aussi séparés de certains de leurs collaborateurs, puisqu'ils ont mis aussi au chômage des personnes. Le GSC dit, attention, c'est un chiffre qui est plus faible que ce qu'on avait imaginé. Mais attention, comment vous le regardez, ce chiffre? Comme ça, facialement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Ça semble être une bonne nouvelle. Traditionnellement, on a 50 000 chefs d'entreprise qui déposent le bilan et qui donc se retrouvent sans emploi hors Covid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 1% était couvert contre la perte d'emploi, contre les conséquences d'une perte d'emploi. Donc c'est très très peu. Donc évidemment, on se demande comment font les autres. Surtout que des solutions existent. Des solutions comme celle évidemment que propose l'association GSC. Qui est une assurance, c'est l'assurantiel. Qui est une association souscriptrice, c'est une association qui vise justement à informer les chefs d'entreprise, à les sensibiliser sur la nécessité d'anticiper le risque de perte d'emploi et surtout les conséquences très concrètes sur leur situation personnelle. On passe de tout à rien, enfin. Exactement. Donc c'est une association, mais c'est évidemment, on promeut également une assurance. Je m'autorise, ils ont tous des experts comptables et des commissaires aux comptes. Comment se fait-il que, et j'imagine que c'est un de votre travail au quotidien, c'est de dire aux experts comptables, et en tout cas aux fédérations, mais informer vos clients qu'ils peuvent en bénéficier. Vous levez les yeux au ciel. C'est un boulot, ça. Tout à fait, mais c'est effectivement notre leitmotiv. En fait, c'est un travail permanent à l'association d'essayer de sensibiliser les chefs d'entreprise, les organisations patronales, et puis tous ceux qui accompagnent, qui sont au plus proches des chefs d'entreprise, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats. Il y a un vrai travail de prise en compte de ce risque et des solutions qui existent. Olivier de la Chavannerie, le réseau Entreprendre accompagne, essaie de rendre efficace, pérenne l'entreprise. Donc, en creux, vous essayez d'éviter des situations pour que ensuite l'association de rebond vienne récupérer des salariés, enfin des chefs d'entreprise cassés. Il y a quand même à peu près 20 000 chefs d'entreprise qui ont résisté, alors qu'en moyenne, c'est 50 000. Là, on est à 33 000. Donc, il y a 20 000, selon les statistiques, entreprises et donc chefs d'entreprise qui sont quoi? En suspens, qui sont suspendus aux aides. On pense à encore quelques secteurs qui sont toujours aidés par les aides Covid. C'est quoi? Il faut être vigilant sur ce chiffre. Il ne faut pas crier victoire trop vite quand même? Alors, je pense que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est accompagné par Réseau Entreprendre, nous accompagnons une personne, nous accompagnons un chef d'entreprise. Et on sait que l'accompagnement, en fait, permet, nous, on a un taux de réussite de 90%, ça veut dire que les entrepreneurs accompagnés ont 2 fois plus de chances de réussir que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de Covid? C'est que, à la fois, les réseaux d'accompagnement ont joué le rôle, encore plus, puisqu'il fallait encore plus accompagner. Donc, ça a tenu bon. Donc, vous avez été très sollicité? On a été très sollicité, bien sûr. Le gouvernement a bien sûr joué son rôle avec le PGE et puis le chômage partiel. Mais en même temps, on a bénéficié d'une reprise économique très forte. Et en plus, les chefs d'entreprise, qui sont quand même des gens qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot, ont profité de cette période où ils avaient finalement le PGE et le chômage partiel pour se remettre en cause, se réorganiser et repartir sur des projets un peu différents. Réorienter les stratégies. Exactement. Donc c'est possible, alors je suis très optimiste, c'est possible qu'en fait, ce nombre d'entreprises qui normalement aurait dû donc record historique. Là, avec ce chiffre, on aurait un record. C'est pas, oui, certains défaitistes disent que ça va arriver, que les 20 000 qui n'ont pas déposé bilan vont le faire plus tard, et puis d'autres qui sont plutôt à avoir le verre à moitié plein, comme moi, pensent qu'en fait les entreprises ont pris du temps pour se réorganiser grâce aux aides de l'État. Elles ont eu le temps peut-être pour être meilleures, et donc on va peut-être pas avoir de rattrapage entre guillemets. Alors, c'est pas tout à fait l'avis d'Anthony Strecher, qui est le président, qui lui, là, dans un communiqué, alerte en disant attention, c'est peut-être pas aussi clair que cela, parce que peut-être que tout ça va être décalé. Alors, on nous l'avait déjà dit en septembre, mais on s'aperçoit que les entreprises résistent. Donc, vous êtes dans quel état d'esprit, là, aujourd'hui? Et je donne la parole à Amine. Alors, je crois qu'on ne saura véritablement jamais, probablement, comment les choses vont se passer et si ces 20 000 entreprises vont déposer le bilan. C'est assez compliqué
compliqué, je pense. Et effectivement, on a des chiffres qui sont plutôt positifs en nombre. En revanche, l'an dernier, on avait quand même un tiers de ceux qui avaient perdu leur emploi, un tiers des entrepreneurs ayant perdu leur emploi avaient plus de 50 ans. C'est vrai. Donc pour cela, la situation est quand même assez compliquée. Moyenne 48 ans, si j'ai bien vu votre moyenne. Exactement. La moyenne, c'est 40. L'âge médian 48. Mais du coup, on a quand même un tiers qui ont plus de 50 ans. Donc c'est quand même assez critique. SARL principalement, j'ai vu, SARL, en grande majorité. Le profil, c'est quoi? C'est des artisans, entreprises de services? Comment vous les répartissez? Effectivement, oui, c'est souvent des artisans et entreprises des commerçants qui ont été touchés. On a 9 sur 10 entrepreneurs qui ont perdu leur emploi, qui étaient la tête de TPE. On a en revanche, l'an dernier, une hausse plus importante pour les gérants de PME. Donc ce sont eux qui ont connu la hausse la plus importante. Alors ça s'explique aussi par le fait que la plus grande partie concerne les TPE, évidemment. Amine, je ne l'ai pas précisé, mais je voudrais qu'on en dise un mot, parce qu'on devient accompagnateur, enfin on devient parrain, excusez-moi, parce que j'inverse avec Olivier, on devient parrain, mais vous avez vécu, vous, cette situation de dépôt de bilan, on est Absolument, bien d'accord? Oui. Donc vous avez traversé, vous, de l'intérieur, dans votre vécu, comme on dit. Dans mon vécu, j'ai une double casquette. C'est que pendant 14 ans, j'ai été président de chambre. Donc, consulaire. Consulaire. Ouais. J'ai liquidé, j'ai redressé, j'ai cédé. Et la vie fait que aussi je suis entrepreneur et dans une gestion de croissance mal maîtrisée, j'ai déposé le bilan. Ça veut dire quoi, une gestion de croissance mal maîtrisée? Souvent, il y a les mots des chefs d'entreprise. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un accident, pas de la vie, mais un accident Vous passez de 6 millions à 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut financer, donc vous souscrivez à des contrats d'affacturage. Moi, c'est un contrat d'affacturage qui va planter, qui était mal ficelé par rapport à mon activité. Et à l'arrivée, c'est souvent très, très financier, en fait. On fait le mauvais choix. Oui. Et puis à l'arrivée, on restructure. Et j'ai restructuré. Donc, et vous avez déposé le bilan? Ah oui, j'ai déposé le bilan. J'avais différentes filiales, liquidées, redressées et cédées. Donc, on en sort comment? Parce que déjà, c'est un casse-tête administratif, juridique, on passe sa vie avec les avocats. Enfin, je veux dire, c'est prise de tête. J'avais personnellement la chance d'avoir passé par la case de tribunal de commerce, donc je connaissais bien la procédure, donc je l'ai anticipé. Maintenant, l'objectif, c'est aussi d'anticiper. Donc, un mot vis-à-vis des dirigeants ou des sociétés qui sont dans une situation de problème de trésorerie, c'est pas attendre la dernière minute, c'est vraiment d'anticiper. Dans la structuration. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise de PME ou pas d'ailleurs voit l'eau monter, il le sait très bien, il suit quand même les rentrées de son entreprise. Vous êtes d'accord avec moi, ça, Olivier? Vous dirigez l'entreprise, donc vous avez quand même, vous pilotez financièrement votre entreprise. Je trouve que ce qui est important, je trouve que c'est le dirigeant en fait de PME, et en fait il s'occupe de son entreprise, il s'occupe pas de lui. Et c'est ça tout le problème, c'est que il va s'occuper de son entreprise jusqu'au bout, quitte à ne plus se payer. Mais c'est mon entreprise, doit y arriver. Et puis c'est mon bébé, quoi. C'est mon bébé, quoi. Et puis c'est complètement oublié. Il n'a pas pris d'assurance chômage, il n'a pas pris. Il se met en difficulté sur son patrimoine personnel. Et c'est là le rôle des réseaux, tous autant qu'on est. De lui dire attention. Attention au risque. Ton entreprise, c'est super, tu as raison, on t'accompagne dans ton projet, mais toi, à titre personnel, ton patrimoine, tes assurances, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, et en fait, le chef d'entreprise, il a besoin d'être accompagné parce qu'il est tellement à fond dans son projet qu'il devient presque dangereux pour lui-même. Je rajoute un élément, parce qu'on l'a traité sur ce plateau, il y a l'enjeu de santé aussi. Parce que mise en danger financière, il y a la culpabilité de se séparer de collaborateurs, c'est douloureux, et puis il y a la santé, qui parfois se dégrade, c'est-à-dire même les addictions qui peuvent arriver. Absolument. On a malheureusement souvent tendance à citer la fameuse règle des 3D, dépôt, dépression, divorce. Malheureusement, parfois, il peut y avoir le 4e D qui est le décès. Et c'est aussi l'objectif, c'est plus on va anticiper, plus on peut rattraper, plus on peut empêcher et plus on peut sauver. Ça veut dire que vous, en tant que parrain, vous avez entendu des chefs d'entreprise qui vous ont dit « ma vie est foutue et je vais me tirer un coup de fusil ». Parce que ça, on l'entend. Bien sûr. Là, il y a des dangers. Il y a un dispositif qui est mis en place en France à travers un réseau qui s'appelle le réseau APESA, qui anticipe avec leur sentinelle au sein des tribunaux de commerce, voir un dirigeant déposer le bilan. Et lui, là, il y a c'est que vous le voyez physiquement, vous voyez qu'il est abattu, qu'il n'a plus la capacité même à répondre. Exactement. Et donc, c'est
c'est de l'aider, de le faire accompagner par un psychologue pour éviter justement malheureusement le décès. L'accompagnement Olivier. que nous on a sur Réseau Entreprendre, c'est un chef d'entreprise qui chemine à côté de lui. Mais le chef d'entreprise qui lui a plus d'avance sur celui qui l'accompagne, en fait, voit bien que l'état de santé se détériore, que le moral baisse, etc. Donc, partir accompagné, c'est aussi avoir quelqu'un qui, à côté, va avoir les signaux faibles que vous allez mal, quoi, et qui va pouvoir vous aider et vous empêcher, à la fois peut-être de couler votre projet, mais surtout, à titre personnel, de couler, quoi. On en revient dans votre étude qui est assez riche et très détaillée dans l'Observatoire. Il y a la Martinique qui est le seul département français à connaître une augmentation des chefs d'entreprise en situation de chômage. Donc ça, c'est un département, en tout cas un territoire sous observation que vous accompagnez. Oui. Sur l'aspect technique, je voulais comprendre, Olivier, Amine, je crois que vous dirigez aujourd'hui de nouveau une entreprise de bricolage, de sous-traitance dans le bricolage. Vous l'avez contracté, l'assurance GSC, pour faire un peu de publicité ou pas? Ou vous voulez le prospectus tout de suite? Mais vous avez entièrement raison. Ah mais c'est une question... Non mais je vous pose la question avec un peu d'humour, mais... Après... Vous l'avez cette assurance? Non. Si c'est elle, c'en est une autre. Mais vous avez réfléchi à cette question? Absolument. Mais vous l'avez donc? Non. Alors, vous l'avez, Olivier? Alors nous on a failli déposer le bilan la 3e année. Ça a été une vraie je n'avais pas d'assurance et j'en ai toujours pas. Mais je conseille à beaucoup de gens de la prendre. Alors donc attendez, les conseillers ne sont pas les payants. Vous venez en plateau m'expliquer que vous aidez les chefs d'entreprise en difficulté et vous les accompagnez. Et je vous vois sourire, Élodie. Enfin, c'est quand même signifiant de voir que des acteurs qui sont dans des réseaux associatifs n'ont pas... Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez détecté, ça? Parce que c'est vrai que ça revient à ce que disait Olivier. On pense à ma boîte, on pense à tout. Alors non, mais attendez, ma boîte, je l'ai créée il y a une 20aine d'années. Bah oui. J'ai quelques assurances qui font que s'il y avait des problèmes, je m'en sortirais. C'est au moment où j'ai créé. C'est ça. Les 2-3 premières années, je n'avais rien. Je ne savais même pas que ça existait. Bien sûr. Je n'étais pas accompagné. Et là, j'aurais pu déposer sans un sou et je n'avais pas de revenus derrière. Ça marche comment concrètement? Parce que moi, j'ai vu des chefs d'entreprise qui vous disent le problème avec le dépôt de bilan, c'est que j'avais des stocks. Ça, c'est pour ceux qui avaient du stock. Et je dois payer 20 ans les banques. Enfin, il y a des crédits, on a engagé quand même pas mal, il y a des encours, comme on dit. Ça, c'est un risque majeur pour le chef d'entreprise. Qu'est-ce que cette assurance, entre guillemets, vous avez vu, je vous fais de la publicité, qu'est-ce que cette assurance leur permet de ne pas avoir à payer ou à subir? Alors, c'est surtout effectivement une assurance qui permet à l'entrepreneur de penser à lui. Et c'est ce qu'il ne sait pas faire, en réalité. Pour se projeter, le métier de l'entrepreneur, le métier du chef d'entreprise, c'est de penser toujours au coup d'après. Mais le coup d'après, pour soi, c'est ce sur quoi il fait l'impasse. Alors, c'est vrai que les choses ont changé parce qu'il y a quelques années, nous, on avait beaucoup de mal à faire passer cette idée du fait que, par exemple, ça n'était pas avoir peu de foi dans son projet que de prendre une assurance. Voilà, oui, ça devient contradictoire avec sa passion. Oui, mais ça n'est pas... J'y crois, dur comme fer. Pourquoi je prendrais une assurance? Alors, le Covid... C'est le sujet de la caution personnelle. C'est ça. Exactement. C'est la même chose. Je suis tellement dedans que je donne ma caution, je veux avancer, et je n'aurai pas le trait. Le projet de loi, faisons une parenthèse, le projet de loi indépendance va séparer les biens personnels de l'indépendant de ses biens professionnels, ce qui n'était pas le cas avant. Il engouffrait sa maison, sa résidence secondaire et sa famille. Donc concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors concrètement, ce qu'on leur propose, c'est une indemnité qui permet de passer les quelques mois pendant lesquels c'est difficile. C'est-à-dire les quelques mois pendant lesquels il va construire évidemment un nouveau projet professionnel, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça met du temps. Il y a effectivement une opération quelque part de deuil de son projet. C'est extrêmement compliqué. Donc pendant quelques mois, on n'a pas de revenus, on n'a rien pour payer les études des enfants et remplir le frigo. L'assurance permet ça. Donc, excusez-moi, qui est calculé au prorata des revenus qu'il avait lorsqu'il était chef d'entreprise. C'est ça. Exactement. Au prorata. Au prorata, en fait, vous avez un pourcentage, vous pouvez choisir, c'est simple. C'est ça. C'est simple, et puis surtout, je vous invite à aller sur le site, parce que sur le site, vous avez un outil de simulation qui est libre. Vous pouvez aller voir. Je mets temps, je gagne temps, combien j'aurai si je me casse la figure. Exactement. Et il y a la possibilité de choisir entre 55% de son ancien revenu, 70%, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc c'est très concret. D'accord. Et encore une fois, vous avez tout loisir. Donc ça, c'est un support qui rassure, qui peut rassurer. Voilà, j'ai un petit matelas qui fait que je peux vivre. Tout à fait. Mais ça devrait être gratuit.
Mais ça devrait être gratuit. En France, oui, mais sauf que j'ai assez. Il y a une couverture de tout le monde. Tout le monde en est couvert pour. Vous avez vu, le projet de loi indépendant assure une indemnité, mais qui n'est pas à 55% des revenus. J'ai vu que c'était 800 euros, c'est ça 800 euros par mois pendant 6 mois. C'est déjà bien. C'est déjà bien, mais c'est un minima de quand même plus. Les entrepreneurs qui sont quand même les gens qui prennent le plus de risques à titre personnel sur leur patrimoine, c'est ceux qui sont le moins bien couverts. Il y a quand même une absurdité qu'il faut absolument corriger. Mais ça, c'est un vrai débat politique d'ailleurs, parce qu'on considère, et lorsque ça a été voté, il y a longtemps, que les chefs d'entreprise gagnaient suffisamment pour pouvoir eux-mêmes se payer, entre guillemets, leur protection sociale, en tout cas leur allocation. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chef d'entreprise. Mais c'est ça. Non, mais... Les chefs d'entreprise qui, au départ, démarrent, n'arrivent pas à se payer, il n'a pas envie de se payer une assurance parce qu'il ne se paye déjà pas. C'est ça le problème, c'est que les ressources des chefs d'entreprise sont tellement compliquées que les assurances passent après. C'est ça. C'est la prévention et de... Élodie, je vous ai coupé. Pardon, le débat est effectivement assez complexe parce que on peut considérer en effet qu'il faut ménager la liberté du chef d'entreprise de s'assurer ou non. Donc en effet, ça va au-delà de la cotisation, c'est la liberté. Vous êtes une association, je vous repose la question, est-ce que vous avez possibilité, j'imagine que oui, de lobbying auprès des parlementaires, parce que j'imagine que vous êtes régulièrement auditionnés aux affaires économiques, aux affaires sociales, pour leur dire, dans un amendement ou dans une loi, faites en sorte que l'assurance soit un petit peu comme une assurance scolaire. Je veux dire, quand on va à l'école, on a une assurance scolaire obligatoire, point barre. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le cadre du projet de loi indépendant, on a essayé en effet de faire comprendre, et certains députés l'ont parfaitement compris. Oui. Ont parfaitement compris qu'en effet, individuellement, les chefs d'entreprise avaient besoin d'être informés. Parce que aujourd'hui, l'information est un privilège en fait. Certains le savent, beaucoup ne le savent pas. Donc que certains individuellement avaient besoin d'être informés, mais que collectivement, c'est aussi quelque part le soutien de l'État doit passer par là. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat et puis du fait que c'est par les entrepreneurs que la reconstruction va se faire quelque part. Amine, vous en pensez quoi, vous, de ce débat dans votre association, parce que vous êtes parrain chez Rebond Île-de-France et Rebond National, vous êtes dans le lobbying aussi de dire il faut que les pouvoirs publics, c'est-à-dire les parlementaires, institutionnalise une assurance pour les chefs d'entreprise. Par le passé, la modification par rapport à la loi Pacte et ce qui s'est passé aussi ont permis aussi, dans le rebond, c'est le droit à l'échec. C'est ça. L'intervention de l'association a permis de supprimer la code 040 Banque de France. Donc vous pouvez remonter une boîte, vous pouvez rouvrir un compte, c'est aussi ça. Mais dans le c'était pas le cas avant, hein ? Non. Après un échec terminé. Hein. Exactement, vous étiez 0,50, 0,40 de liquidation judiciaire. Double peine. Hein. Et double peine. Et aujourd'hui, le compteur est remis à zéro. Donc ça c'est vraiment une avancée. Maintenant, au niveau de la protection justement du dirigeant à titre personnel, souvent, et de son patrimoine. Et de son patrimoine. Nous, au sein de l'association, à traiter du problème, la personne qui a été mise en liquidation. Tu fais comment pour payer ton loyer ? Tu fais comment pour t'habiller, etc. Donc on part aux urgences. La vie quotidienne. Il y avait ce dispositif ATI, mais après, demain, l'idée, c'est tu remontes une boîte, tu prends une assurance. C'est aussi d'avoir un parapluie et de mettre une ceinture de sécurité au cas où il y a un nouvel accident. Pour être juste concret, on aura un dernier tour de table, Élodie, mais le montant, parce que parfois les TPE, on a parlé des TPE, on a parlé des PME, bien sûr, mais c'est déjà des structures un peu plus lourdes. C'est pas trop lourd, parce qu'il y a aussi le chef d'entreprise qui dit, moi je suis un peu ric-et-rac au niveau de ma trésor, alors il faut que je paye la mutuelle, il faut que je paye tout ça, et puis si en plus j'ai l'assurance, je m'en sors pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Cette question, elle vous est posée forcément. Évidemment, c'est l'un des freins. Évidemment. Ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure. Tout à fait. Alors, pour vous donner un exemple, un entrepreneur individuel qui touche 20 000 euros de revenus sur l'année, il va pouvoir s'assurer et donc bénéficier d'une couverture chômage pour 45 euros par mois. Il aura 1 000 euros par mois. Sur 12 mois. Donc ça c'est s'il prend 55% de son ancien. Donc ça lui garantit 1 000 euros par mois. Sur 12 mois. Voilà. D'accord. Exactement, sur 12 mois. Un créateur d'entreprise, pour 40 euros par mois, il est couvert et il a 500 euros pendant 12 mois. Par contre, excusez-moi de rentrer dans le détail, on n'a plus le temps, mais ça ne sera pas cumulatif avec les 800 euros votés par la loi. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, compte tenu de la rédaction de la loi, oui, en effet, c'est l'un ou l'autre. Ah, c'est ça, c'est bien ce que j'avais cru comprendre quand on avait débattu de ce sujet. Il aura le choix entre les revenus ou les allocations issues de l'assurance privée, ou il choisira l'option... Nous sommes désormais une complémentaire, en quelque sorte. Vous devenez une complémentaire, mais la complémentaire vient s'additionner, elle ne se soustrait pas.
Dans le cadre des complémentaires santé. Enfin, je m'autorise à... Donc là, il y a peut-être encore des petits éléments à ajuster. Tout à fait. Olivier, un conseil que vous donnez avant de nous quitter aux chefs d'entreprise, parce que vous les accompagnez et ils ne chutent pas à 90%, vous nous disiez. Qu'est-ce qu'ils doivent faire impérativement pour éviter la chute ? Porter un casque comme au ski ? Je pense que la première des choses, bien sûr, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Je ne parle pas de celles qui vous accompagnent quand vous chutez, je parle de celles qui vous accompagnent quand vous créez votre société. Il y a des structures d'accompagnement pour les entrepreneurs individuels, pour les TPE, pour les PME, pour plus. Il y a tout ce qu'il faut en France et tout est gratuit. Donc vraiment, ne pas se faire accompagner serait une vraie erreur. Le deuxième message, c'est que je pense que tout le monde a reconnu le rôle central des PME. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est les PME qui créent des emplois. La France serait plutôt un pays de PME quand l'Allemagne serait un pays de TI. Vous voyez, tout ça, on a bien compris. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser aux dirigeants de la PME. C'est-à-dire qu'il faut prendre à l'homme, pas à la structure juridique. Il faut prendre soin de nos dirigeants de PME. Et donc, dans notre accompagnement, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, c'est super ton projet, prends soin de toi. Assure-toi, fais en sorte que toi, tu puisses aller le plus loin possible. J'ai envie de vous dire, assurez-vous, messieurs. Assurez-vous, messieurs. Merci Olivier de la Chavonnerie, président de Réseau Entreprendre. Et vous êtes à la tête d'une entreprise Sigmatel, qui est un groupe de services en électricité, sûreté et audiovisuel. Merci d'être venu. Amira Meza, vous êtes, chef d'entreprise par ailleurs, faut-il le préciser, président de 60 000 rebonds, Île-de-France, Normandie, Centre, et vous accompagnez près de 600. J'ai dit une bêtise ou 60 ? Au national, oui. C'est ça, 600 chefs d'entreprise qui sont dans des situations de rebond. Absolument. Pour repartir à l'assaut d'une nouvelle aventure, parce qu'il y a quand même un côté aventure. Merci Élodie Varnery, directrice générale de l'association GSC. Vous l'aurez compris à travers son discours, votre discours. Assurez-vous, parce que c'est évidemment essentiel pour, en cas d'accident, de pouvoir continuer à subvenir à vos besoins les plus élémentaires et à ceux de votre famille. Merci de nous avoir éclairés sur ce débat dont on parle, je trouve, trop peu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rubrique, on parle de formation qui est un atout insertion. On en parle tout de suite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle de formation et la formation comme un atout d'inclusion des personnes handicapées notamment. Et on en parle avec Damien Delamarre. Bonjour Damien. Bonjour. Directeur chargé de formation chez AFET Association. Quelques mots d'ailleurs sur l'association AFET. Quel est son motif, quelle est son action concrète ? Son action concrète, c'est de dispenser des formations et de permettre à certaines personnes qui ont du mal à trouver un travail de pouvoir mieux répondre aux besoins que les entrepreneurs ont. Alors, il y a quand même un focus important, et vous y tenez beaucoup aujourd'hui. On a compris que la formation pouvait être un levier d'insertion, mais vous rajoutez un levier d'inclusion. Oui. Vous tenez beaucoup à l'idée, et on en a beaucoup parlé, d'ailleurs ça a été une polémique là, récente dans la campagne présidentielle, la situation des personnes handicapées et leur accès à l'emploi. Et vous dites, avec AFET, et par mon action, on peut créer une passerelle. Racontez-moi. Carrément. Donc, on est connecté sur des offres d'emploi, et on essaie de proposer à ces personnes-là qui sont fermées sur des offres d'emploi pour des gens valides et de leur proposer des ouvrir. Sans le dire directement, mais en le disant, en leur faisant comprendre que s'ils font un essai, on va monter une agence d'intérim et leur dire que voilà, vous pouvez essayer style 2 mois. Et vous verrez bien qu'il y a très rarement de la différence. Et s'il y a une différence, c'est que les gens que vous allez embaucher seront peut-être plus motivés. Donc c'est une différence inverse, c'est-à-dire qu'en fait ils vont être surpris par la qualité. Est-ce que concrètement vous avez déjà commencé, parce que la difficulté c'est d'avoir, j'allais dire, le sourcing, c'est-à-dire toucher ces personnes handicapées à la recherche d'un emploi, et ensuite de les mettre en relation avec l'entreprise. Comment ça se passe ? Vous avez un sourcing, comment vous faites ? Oui, on fait des forums. Alors on a un partenariat avec les handicapés de France, de Paris, de France. Et donc on a un sourcing, comme vous dites. Et donc et on a fait des forums et on a rencontré ces gens-là qui nous ont donné leur CV. Donc on a un bon paquet de CV. Donc, vous avez d'un côté les CV, oui. Vous les avez rencontrés, en tout cas sourcés, pour bien savoir ce qu'ils souhaitaient, rencontrer, écouter. Ouais. Puis vous, ensuite, votre travail, c'est d'aller aussi convaincre
l'entreprise. D'abord d'ouvrir le poste. Oui. Vous y allez physiquement. Comment ça se passe, ce moment de rencontre? Physiquement. Dans un premier temps, c'est par téléphone et pour ouvrir l'esprit. Et ensuite, on va rencontrer les gens, les entrepreneurs. Pour leur dire que voilà, il y a une solution. Les DRH, vous visez quelles entreprises? Parce que si c'est l'entrepreneur, c'est les entreprises. Petites entreprises. Donc, tout à fait, oui. Et donc, on a directement affaire à l'entrepreneur. Et en plus, au passage, petite prime qui n'est pas très agréable, mais bon, c'est pas grave, c'est que ça répond à l'OETH. Et donc, ça les aide à répondre positivement à l'OETH. OETH, donnez-moi l'acronyme. OETH, pardon, obligation d'employer des travailleurs handicapés. Les 6% obligatoires. Voilà. Et donc, quelque part, c'est une règle en leur disant, je crois que vous êtes légèrement en dessous. Si vous embauchez cette personne... c'est ça, l'entretien au téléphone. Voilà, vous serez en règle. Vous en êtes où? Vous en êtes où de votre... Et en faisant une simulation de combien ça vous coûterait si vous devez payer. Donc ça commence par l'argent, quoi. Wow. Ouais. Oui, malheureusement, oui. Enfin, non, ça commence par le besoin de l'entreprise. Et ensuite, on les achève, entre guillemets, en passant par l'argent. Ouais. Et donc, c'est sûr que ça marche très bien. Et donc, c'est pour ouvrir les esprits. Ouais. Alors là aujourd'hui, vous en êtes où du nombre de personnes, femmes et hommes en situation de handicap, compte tenu que, je crois que je ne me trompe pas, 80% des personnes dites handicapées, ce n'est pas un handicap visible. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, c'est le handicap principalement qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas porter plus de 20 kilos. Voilà, donc ils ne peuvent pas rester toute la journée assis ou debout. C'est ça. Enfin, voilà, il faut varier. Et ce n'est pas du tout, comme beaucoup de gens le croient, que ce n'est pas du tout fauteuil roulant. Ça représente vraiment beaucoup moins de personnes qu'on l'imagine. Donc ça veut dire que là, au-delà de la formation, parce que vous dispensez chez AFET des formations, là c'est vraiment une mise en relation et vous êtes en train doucement, là en tout cas vous Damien, de vous transformer en agence d'intérim de recrutement spécialisée. Très bien, très bien. C'est ça, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Et donc là vous en êtes où concrètement au milieu du guet Là pour l'instant on était juste... on faisait du travail dans le dur, c'est-à-dire qu'on proposait directement de mettre en corrélation un CV et un besoin. Mais là, maintenant, comme on a vu, ça fait 4 ans qu'on existe en Aide d'emploi. Et donc, on a vu qu'il fallait apporter une aide supplémentaire pour l'entrepreneur. Et donc, c'est pour ça qu'on pense proposer, voilà, vous avez par exemple en intérim, vous allez accepter cette personne-là pendant 2 mois, par exemple, et vous allez voir que testez-la. En fait, c'est une forme de test. Ouais, c'est pas très joli, mais... Non, mais voyez ce qu'elle vaut vraiment. Ouais, puisqu'il y a pour surmonter les appréhensions. Pour y voir clair, on est bien d'accord, vous êtes les directeurs chargés de formation chez AFET, mais c'est vous qui êtes à la tête de Handi Aide, nous sommes bien d'accord? Non, je participe bénévolement à Handi Aide Emploi. J'ai participé à la création, mais voilà. D'accord, donc c'est 2 entités. C'est tout à fait logique. La cohésion entre Handi Aide Emploi et AFET, c'est logique. Combien de personnes là aujourd'hui sont en cours? 11 personnes. On a embauché une personne encore aujourd'hui. Une personne aujourd'hui sur une durée de combien? Un contrat de combien? C'est des délais de 4 mois pour l'instant. 4 mois, mais c'est toujours... Ce sera un CDI après. Oui, parce que cette personne fera affaire, comme on dit, et ils seront contents. Il y a de grandes chances, oui. Elle a été recommandée par une des salariés, donc... Merci Damien Delamarre d'être venu nous rendre visite, directeur chargé de formation chez AFET Association et puis engagé bénévolement dans Handi Aide, cette mise en relation des demandeurs d'emploi en situation de handicap et les entreprises. Merci à vous, c'est la fin de notre émission, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe, merci à Kylian pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer évidemment et merci à Carla pour l'accueil invité et merci à vous pour vos réactions et tous les messages que vous nous postez. Je serai là demain. Bye bye.